Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui je voulais parler d'un film que j'ai redécouvert en Blu-ray il n'y a pas très longtemps, un classique du cinéma italien qui est le Danger diabolique de Mario Bava. C'est un film que j'avais vu il y a assez longtemps, je crois il y a presque plus de 10 ans, mais j'étais un peu passé à côté. Et là je l'ai revu dans la réédition Blu-ray qui vient de sortir, qui est magnifique, qui je trouve n'a pas assez de bonus pour un tel film, mais bon c'est un peu dommage, mais la qualité en tout cas visuelle est vraiment magnifique. Et c'est un film que j'ai adoré. Alors il faut savoir que moi j'aime beaucoup Mario Bava, j'aime beaucoup le cinéma fantastique italien, que ce soit les films de Fulci, de Argento, tous ces films-là. Et Bava, c'est peut-être un de mes préférés. C'est un cinéaste qui passait vraiment du cinéma classique, on pourrait dire d'horreur, avec des films comme par exemple Le Masque du Démon, toute une tradition de films gothiques. Puis petit à petit, il a glissé vers le giallo en faisant quelques-uns des premiers grands giallo, comme La fille qui en savait trop, bien sûr Six femmes pour l'assassin ou L'abbé sanglante quelques années plus tard. Il a fait des films de science-fiction, il a fait des espèces de proto-James Bond. Et il a fait ce danger diabolique que moi je trouve vraiment magnifique et qui, en fait, pour moi, m'évoque tout de suite la culture pop art des années 60, psychédélique, que ce soit même d'Andy Warhol, le côté même un peu kitsch que moi je trouve magnifique. Il faut savoir par exemple que je suis un grand fan de la série Batman de Adam West des années 60. J'aime beaucoup cet esprit-là. J'aime beaucoup aussi la BD italienne. C'est tiré d'une BD à la base, hein, le Fumetti, qui avait la version comic book en Italie. Mais c'est vraiment un univers, une période, une esthétique que j'adore et que personnellement je ne trouve pas kitsch. Je trouve que vraiment, pour moi, les vrais super-héros viennent de cette période-là, années 60, années 70. On pense aussi aux comics américains de Jack Kirby, de Steve Ditko. Je suis un peu pareil que Edgar Wright. En fait, Edgar Wright, il a toujours dit qu'il aimait pas, par exemple, les Batman de Nolan et qu'il préférait les Batman d'Adam West. Je suis un peu pareil. Moi, j'aime beaucoup les Batman de Nolan, mais ce côté un peu sombre qui va arriver dans les années 90, je le trouve esthétiquement un peu moins intéressant. En tout cas, voilà, pour moi, c'était vraiment une redécouverte, ce danger diabolique, cette espèce de fantomas italien, avec en plus Michel Piccoli, qui est un de mes acteurs préférés. Et en fait, je me suis fait une réflexion, encore une fois, devant le film. J'ai l'impression, encore une fois, pour en revenir toujours à l'alchimie, parce que j'aime bien parler un peu d'occulte et de choses comme ça, j'ai l'impression que le film travaille une espèce de pureté du pop art, encore une fois, et du mouvement que j'ai trouvé super intéressant, qui pour moi m'a tout de suite rappelé la scène psychédélique dans Opération Peur, où ce personnage poursuivait un autre personnage dans un château. Il était enfermé dans une espèce de boucle. Et on le revoyait plusieurs fois passer au même moment, avec la même scène. Il y avait quelque chose presque qui annonçait déjà tout le cinéma psychédélique des années 60. Et je trouve qu'il y avait déjà en germe dans cette scène-là, dans Opération Peur. Il faut vraiment voir ce film si vous ne connaissez pas ce film. C'est un film gothique avec une histoire de disparition d'une petite fille. Il y a un fantôme dans un village un peu isolé où tout le monde va soupçonner tout le monde. D'ailleurs, ça a beaucoup inspiré le Sleepy Hollow de Tim Burton, et aussi le masque, enfin le sarcophage avec les pics, très inspiré, très librement inspiré du masque dans le masque du démon avec Barbara Steele. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose un peu du psychédélisme et une certaine manière de l'amour des formes que j'ai trouvé passionnant, en tout cas dans Danger Diabolique, qui est un peu l'envers chromé de Opération Peur. C'est pour moi une consécration absolue de la forme, comme une expérience sous drogue, on pourrait dire d'une certaine manière, qui aurait commencé en fait avec La fille qui en savait trop. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, considéré comme un des premiers giallo sortis au début des années 60, si je ne me trompe pas. On va avoir une femme qui va soupçonner un meurtre ou un assassin de l'épier, et on ne sait pas en fait si elle est vraiment dans un délire parce qu'elle aurait pris des drogues au début du film. Donc il y a vraiment un doute permanent. Et pour moi, tout le cinéma de Argento, pardon, de Bava, après ce film-là, va toujours un peu parler d'hallucinations, d'effets psychédéliques, jusqu'à arriver jusqu'à des sommets, hein, avec des films comme L'abbé sanglante ou d'autres films beaucoup plus récents de lui. Et j'ai l'impression que ça a un peu commencé avec La fille qui en savait trop. Et j'aime beaucoup cette manière qu'a Danger Diabolique de basculer dans une espèce de trip, de surréalisme et dans une espèce de transe un peu psychédélique que j'aime beaucoup. C'est pour moi vraiment. On pense aussi à la scène de la fête avec les couleurs qui mènent jusqu'à une espèce d'abstraction visuelle, sous l'effet des drogues, d'un paradis artificiel qui pour moi tout de suite ramène aussi avec
le 2001 Odyssée de l'espace qui est sorti un an avant, en 67, hein, parce que Danger Diabolique est sorti en 68 avec La Porte des Étoiles, et quelque chose qui rejoint un peu cette espèce de transe absolue, comme si le pop art et le psychédélisme est la vérité absolue, et que les drogues permettaient d'accéder à une forme de vérité là où notre propre réalité n'est qu'une illusion. Et là, avec Danger Diabolique ou des films comme ça, je pense que le kitsch du pop art devient une forme de subversion esthétique, une arme qui pulvérise l'ordre établi, et l'impuissance par exemple de l'inspecteur Ginkgo, qui est joué par Piccoli, qui on pourrait dire vraiment représente un peu l'ordre établi, et le psychédélisme doit tout faire exploser. Je pensais aussi à la scène finale du film Zabriskie Point d'Antonioni, mais c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le cinéma italien, c'est qu'on peut retrouver du psychédélisme dans des films de genre, dans des films populaires, dans des films d'horreur, dans des films d'action, aussi bien que dans des films, on pourrait dire, d'auteurs italiens. Et c'est pour ça que j'adore le cinéma italien, c'est que pour moi, tout est au même niveau. En fait, on peut autant aimer Pasolini, Fellini, Antonioni ou Visconti que Riccardo Freda, que Fulci, Corbucci, Damiano Damiani, enfin tout. C'est ça vraiment, il n'y a pas de hiérarchie, et tout se mélange. On va retrouver des chefs opérateurs qu'on va retrouver chez l'un, chez l'autre, chez Pasolini ou chez Visconti, et puis après chez Riccardo Freda. Des acteurs, ils vont s'emprunter des scènes, des idées visuelles que je trouve super intéressantes. Et pour moi, elle est là la véritable spécificité du cinéma italien, et c'est pour ça que le cinéma italien, à un moment donné, a été l'un des meilleurs au monde et l'un des plus intéressants par sa modernité, mais aussi par son... Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de cinéma d'exploitation, vraiment à la limite, quand on pense à Bruno Mattei et toutes les contrefaçons, et des films de Fulci qui a fait Zombie 2. Enfin, vraiment, c'est un cinéma passionnant qui mélange entre les genres, entre les académies. Après, voilà, moi qui adore aussi les années 60, forcément, dans Jeu Diabolique, on va penser à James Bond, on va penser... Il y a dans le film, il y a Adolfo Celli, l'inoubliable Largo de Opération Tonnerre, et ça, c'est un plaisir. C'est juste un plaisir d'initié, c'est juste un plaisir, un clin d'œil, mais ça marche vraiment bien, et ça ancre le film dans une époque que je trouve super intéressant. On a vraiment tous ces personnages d'ordre qui incarnent une sorte d'autorité bafouée, comme Adolfo Celli, ou bien sûr, comme je l'ai déjà dit, Michel Piccoli, mais c'est vraiment une espèce de personnages qui tentent désespérément de contenir un ordre dans le chaos. Je pense que Bava pousse vraiment l'hommage jusqu'à la confrontation liquide avec la scène sous-marine, qui est vraiment un miroir déformant. On pourrait dire des ballets aquatiques dans Opération Tonnerre, qui est une scène que j'adore dans Opération Tonnerre, la scène où ils enlèvent l'avion sous l'eau, ou les scènes de bataille finale qui sont extraordinaires. Et il y a vraiment cet hommage-là. On sent que Bava, c'est un peu un opportuniste de l'image. Il a su capturer aussi tout ce qui a fonctionné. Il a su se réapproprier les formes pour, d'une certaine manière, comme un alchimique, retravailler sa propre forme et retravailler les couleurs. Et il travaille l'eau, les liquides, le feu, les explosions, avec ces mises en place très intéressantes, très un peu melvilliennes presque, où on va avoir Danger Diabolique, Diabolique qui va commencer à préparer un plan, la police va attendre, on va suivre le déroulement des plans, ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup les mises en place, c'est très pulp, c'est très cinéma d'action des années 60, et je pense que Diabolique est aussi, d'une certaine manière, l'héritier direct, version, on va dire, technicolor, du clair-obscur et des ombres du cinéma des origines de Louis Feuillade. Par exemple, on pense aux Vampires de Louis Feuillade, vous savez, cette série feuilletonesque avec ses fermetures à l'iris, tout ça, où on servait des cambrioleurs sur des toits, qui font très Arsène Lupin, qui font très Judex. On pense vraiment à cet héritage-là, mais on pourrait dire que Danger Diabolique est vraiment la version technicolor de l'expressionnisme et du clair-obscur et du noir et blanc du cinéma muet, des origines de Feuillade et de tous ces cinéastes-là. Et je pense qu'il possède d'une certaine manière le Vampire de Feuillade avait une espèce d'élégance souterraine, et d'insaisissabilité. En fait, on ne pouvait pas saisir ce fantomas, comme on peut pas saisir Danger Diabolique, parce que en gros, il n'est qu'une espèce d'étendue de forme et de couleurs que l'ordre établi n'arrive pas à canaliser. Enfin, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est un peu confus ce que je veux dire, mais voilà, j'aime beaucoup cette idée-là. Les formes, le cinéma permet de créer des personnages qui sont insaisissables et que l'ordre ne peut pas canaliser.
Et ça, c'est vraiment la pure beauté du cinéma de Bava, ce sous des airs de cinéma populaire, un peu popcorn, un peu James Bond, un peu serial, un peu série Z, vraiment très classique, très feuilletonesque. Il va nous faire vraiment une interrogation sur les couleurs, sur les formes et sur la spécificité du cinéma qui est la capacité d'agencer des formes et des couleurs et des mouvements que l'ordre ne peut pas canaliser, qu'un livre ne peut pas raconter. Et j'aime beaucoup cette manière de prolonger la lignée dans l'esthétique saturée du Fumetti d'une certaine manière, grâce à l'esthétique de la bande dessinée. Voilà, j'ai un film que je trouve passionnant. Moi, c'est un tourbillon, vraiment, encore une fois, avec des acteurs. Voilà, j'adore Piccoli, qui vraiment incarne un peu la clé de voûte de l'édifice. Il est le pont organique, justement, entre le cinéma d'auteur, le plus exigeant, et la force brute du cinéma populaire. Je pense que, d'une certaine manière, Bava affirme la noblesse du serial, la répétition des motifs qui deviennent forme supérieure d'intelligence visuelle, vraiment une vérité, une honnêteté de la surface et qui défie l'intellect d'une certaine manière analytique. C'est une purification des formes et qui atteint presque d'ailleurs son paroxysme dans la scène finale où Diabolique, figé en or, atteint une espèce de forme alchimique où on sait que les alchimistes veulent connaître les secrets de la matière, pas forcément pour transformer la matière en or et s'enrichir, mais pour trouver le secret de la purification de l'âme. D'où vient cette beauté primaire, d'où vient cette beauté, et j'ai l'impression vraiment que Bava se pose cette question-là. À la fin, je trouve ça magnifique, moi, que le personnage se transforme en or. Lui qui a été tout le temps en mouvement perpétuel à cause des couleurs, il devient une statue figée, qui se transforme en statue éternelle et qui est presque un accomplissement de cette métamorphose alchimique, de la purification du corps et de l'âme. D'une certaine manière, le personnage quitte sa condition humaine pour devenir un pur objet de pop art, un pur objet esthétique, presque de musée, une idole de métal, où on pourrait dire, où la matière et l'esprit se confondent enfin. Il y avait quelque chose. En plus, bon, il y a le petit clin d'œil à la fin qui était là pour annoncer une suite qu'on n'aura jamais, mais ça c'est pareil, c'est très le climax, le cliffhanger, c'est très serial, c'est très bande dessinée, c'est très Fumetti. Donc vraiment tout est cohérent, tout est vraiment ancré dans cet esprit-là, pop art, les Batman. Moi je pense vraiment, quand je pense à cette époque-là, je pense à Andy Warhol, je pense même aux Beatles, à Yellow Submarine. J'adore cette esthétique-là. Je ne sais pas si vous aimez forcément. Je pense que pour moi le kitsch c'est une forme une forme d'esthétique la plus subversive possible parce qu'elle s'affranchit de tous les dictats de l'esthétique, que ce soit aussi bien du beau et du moche. Et je pense que vraiment oui, le kitsch pour moi est la forme la plus subversive de l'esthétique parce que vraiment elle rentre dans aucune case. Et je pense que Bava il en avait conscience quand il a fait ce film là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film passionnant où Bava déploie vraiment un surréalisme contre la musification d'un vieux monde, voilà, qui est combattu par une fluidité totale et permanente que déroule le film sous nos yeux, celle des gadgets, du corps de Marissa Mel magnifique. Bon, ça fait très un peu cinéma érotique, par moments c'est un peu gratuit, mais c'est pas grave. Il faut accepter la naïveté, il faut accepter ce spectacle-là, il faut accepter de se laisser emporter dans ce mouvement perpétuel, dans ce labyrinthe, on pourrait dire technicolore et technologique, avec les gadgets très James Bond, où le vol devient une forme d'art, je pourrais dire, de création absolue qui transforme la réalité en une planche vivante. C'est pour moi vraiment une boucle de plaisir en fait, où on ne court plus après vraiment son double effrayant comme dans Opération Peur, mais on est vraiment libéré par les formes. Je pense que Bava capture la persistance rétinienne d'un monde plastique, euh, en prouvant, je pense, que sous le masque du cuir et de l'homme en or, il n'y a que l'architecture vibrante, on pourrait dire, d'un espace où le style est la seule vérité qui subsiste. Et j'aime beaucoup cette idée-là, en fait. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Et voilà, j'ai vraiment, voilà, si vraiment vous connaissez pas ce film, regardez le film de Bava. Il a fait aussi d'autres films magnifiques, hein, La Baie Sanglante. Moi, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup Six femmes pour l'assassin. J'aime beaucoup, évidemment, la planète des vampires, qui va beaucoup inspirer Alien, d'ailleurs. Et puis, regardez ce cinéma, voilà, vraiment populaire, italien. Essayer de jongler entre cinéma d'auteur, voilà, ne pas faire de différence vraiment entre Pasolini, Fellini, encore une fois, ou Visconti, et Riccardo Freda,
et Bava, Argento, et même Fucci ou même Bruno Mattei, hein, si vous voulez vraiment aller dans le cinéma presque encore plus série B, Z même et bis. Je pense que c'est ça vraiment la forme, la beauté du cinéma italien. Et voilà, si vraiment vous ne connaissez pas, le DVD, en tout cas le Blu-ray vient de ressortir, je ne sais plus qui est l'éditeur, mais c'est vraiment une très belle copie, ça va vous permettre de découvrir peut-être un des premiers grands films de super-héros en réalité, hein, de l'histoire du cinéma, bien avant le Superman de Richard Donner, et vraiment un monument de la pop culture qui est vraiment à redécouvrir si vous aimez cet esprit-là, cet esprit kitsch, cet esprit libertaire des années 60, ce déluge de formes. Vous allez vraiment prendre, même sans vraiment analyser comme je viens de le faire avec des mots compliqués, il faut vraiment le prendre comme un divertissement et se laisser porter par ça. C'est un très bon film d'action, c'est un très bon divertissement. Pour moi, ça n'a pas trop mal vieilli, si on n'a pas trop du mal avec ce côté-là, un peu kitsch. Mais moi, je trouve que c'est un film exaltant et j'ai vraiment été content de le redécouvrir. Encore une fois, bah voilà, je vous intime de le voir, de vous le procurer si c'est possible, ou de voir peut-être sur des plateformes, je ne sais pas si c'est disponible, je ne suis pas sûr. Dans une bonne copie, en tout cas, c'est mieux. Et puis encore une fois, bah, continuez à aller au cinéma, continuez de discuter de films entre vous, c'est ça le plus important, et perpétuez votre passion. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, j'improvise. C'est vraiment quand j'ai des idées qui me viennent en tête, j'ai envie de les dire. Je ne sais pas si des gens vont m'écouter, je ne sais pas si je vais avoir des commentaires, mais tant pis, moi j'aurais dit ce que j'ai envie de dire. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une autre vidéo, une autre surinterprétation et suranalyse qui part dans tous les sens d'un film que j'adore ou que j'aime pas, on verra. Allez, à plus!